Dans cette deuxième vidéo de la série, je vous propose de découvrir la suite en livre audio de l'ouvrage de Marie Hadou, Avoir confiance en soi. Cette vidéo comporte la deuxième partie du livre avec les chapitres 3 et 4. N'hésitez pas à découvrir la première vidéo de la série dans laquelle je vous présente la partie 1 qui comprend les chapitres 1 et 2. Vous pouvez y accéder directement en cliquant en haut à droite de cette vidéo et le lien sera également disponible dans la description juste en dessous de cette vidéo. Les chapitres suivants du livre sont à découvrir dans les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Le lien pour retrouver le livre dont je vous parle est disponible dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je suis Émilie, conseillère en nutrition et naturopathie, praticienne en gémothérapie, créatrice de recettes saines et gourmandes et inspiratrice de bien-être et de créativité. Le but de ma chaîne YouTube est de vous partager le maximum d'infos pratiques, de lectures inspirantes, d'astuces et de conseils pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant en bas à droite de cette vidéo pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Place à la lecture, je vous souhaite une bonne écoute. Deuxième partie, changer. Chapitre 3. Sur le chemin de la confiance en soi. Vous voulez avancer, progresser, retrouver une sécurité intérieure afin de vous engager avec plus d'assurance dans l'existence. Pour enclencher le processus conduisant à la confiance en soi, il faut se débarrasser d'un certain état d'esprit et de comportements inadaptés. Vous devrez adopter quelques principes simples, vous en pénétrer dans un premier temps, avant d'aborder les mécanismes de changement spécifiques. Une fois que vous aurez emmagasiné ces règles de base, vous pourrez, dans un second temps, vous lancer dans l'apprentissage de méthodes concrètes, pratiques, adaptées à chaque cas et à chaque problème que nous développerons plus loin. Cette phase de transition est nécessaire pour stimuler la confiance en soi et pouvoir ensuite se transformer en douceur, progressivement, sans traumatisme. De même qu'il faut débroussailler le terrain avant de planter, enlever les mauvaises herbes avant de semer, vous devez briser vos mauvaises habitudes, tant sur le plan du comportement que sur le plan mental. La mutation est certes difficile, mais pas impossible, si vous parvenez à abandonner ce qui vous encombre depuis trop longtemps. Ne négligeons pas la méthode Coué. Tout le monde en a entendu parler, l'a même pratiquée en rêvant à une amélioration quasi miraculeuse. Cet aimable pharmacien préconisait une méthode simple. Énoncer à voix haute, soir et matin, à plusieurs reprises, la formule suivante. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Selon Coué, cette simple phrase exerçait un fort effet de persuasion, à la fois sur le mental et sur le physique. À cet égard, l'autosuggestion réveille une énergie latente et peut fonctionner momentanément. Cathy, avocate de 35 ans, compare la méthode Coué au dopage. Elle l'utilise rarement, mais reconnaît que, de temps en temps, ça fonctionne, en lui insufflant un certain courage. Notamment au cours d'un procès difficile. Elle s'est encouragée pendant les audiences et avant chaque plaidoirie en se disant « Je suis la meilleure, je vais gagner ». Et cela a marché. La méthode Coué, c'est comme tomber au fond de l'eau et donner un grand coup de pied pour remonter. Ce n'est pas inutile, mais après il faut savoir nager. Tout est là, et c'est à cet apprentissage que je vous convie. D'abord, avec l'aide d'un maître nageur, se débarrasser de ses mauvaises habitudes, comme de respirer avec la bouche, et apprendre à inspirer par le nez, à souffler par la bouche. Ensuite, utiliser des bouées, et enfin nager seul sans aide extérieure. Soyez motivé. Avant d'aborder le processus de changement, vous devez vous sentir motivé, savoir ce que vous voulez, ne voulez pas, et à quel point vous le voulez. À cet égard, suivons l'enseignement d'un moine bouddhiste. Un individu l'interrogeait pour savoir comment on pouvait atteindre la sagesse. Le moine l'emmena près d'une mare et lui mit la tête sous l'eau jusqu'à l'étouffer. Puis il relâcha sa prise et demanda à l'homme ce qu'il désirait le plus quand il avait la tête sous l'eau. « Respirer », répondit celui-ci. « Eh bien, reprit le moine,
Quand tu désireras la sagesse avec autant de force que tu désirais respirer, tu la recevras. De la même façon, si vous aspirez à la confiance en vous, si vous avez une volonté intense de changer, vous êtes sur la bonne voie. Vous voulez vous transformer, vous avez l'intention de trouver ou retrouver confiance en vous. Désirez-le vraiment. Ne vous embarrassez pas de bagages inutiles, rejetez le doute, bannissez la perplexité. Ne vous encombrez pas de si et de mais. Désirez vraiment ce que vous souhaitez. Sans ambiguïté, vous devez croire en vos ressources, vous exhorter. Mobilisez toute votre énergie et concentrez votre pensée sur vos buts. Libérez-vous des liens anciens. Laissez-vous le choix. Ayez la volonté de changer. Le moment est venu de vous questionner sur votre volonté de changer, sur vos motivations. En votre fort intérieur, vous pouvez penser que le manque de confiance en soi comporte certains avantages. En effet, si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne tentez rien et par conséquent, vous ne risquez pas grand-chose. En outre, ne réussissant guère dans vos entreprises, vous ne suscitez l'envie de personne. Et dans la mesure où vous êtes sous la dépendance d'individus plus doués, plus solides, qui vous soutiennent, vous vous sentez protégé et quasi invulnérable. Ces bénéfices secondaires, entre guillemets, pourraient disparaître si vous changez. Dans cette disposition d'esprit, devenir confiant comporte des inconvénients. Vous allez devoir prendre des risques, vos projets pourraient réussir, vous apporter un certain succès, et alors vous seriez à même de susciter l'envie. Ainsi, certaines personnes pourraient vous jalouser et d'autres, au regard de vos exploits, cesser de vous soutenir. En thérapie depuis 3 mois, Joëlle remarque que son mari la rabroue dans les rares moments où elle montre de l'assurance. Lors d'un dîner chez elle avec des amis, elle prend la parole pour défendre un homme politique qu'elle apprécie. Son mari hausse les épaules et lui conseille sur un ton ironique d'aller découper le poulet à la cuisine. Tout cela peut vous compliquer la vie et vous faire peur, d'autant plus que s'ajoute l'angoisse qui saisit tout individu face au changement. L'anxiété est un sentiment que vous connaissez bien, qui vous habite presque constamment et que vous avez du mal à contrôler. Or, on vous annonce qu'elle accompagne ce que vous désirez le plus au monde, vous transformer. Où cela nous mène-t-il ? Vous demandez-vous, puisque, quelles que soient les situations, on baigne obligatoirement dans l'anxiété, le malaise. Néanmoins, nous voyons poindre un embryon de réponse. Si vous choisissez de rester tel que vous êtes, vous n'échapperez pas à l'anxiété. A l'inverse, si vous choisissez le changement, vous pouvez escompter qu'elle va un jour s'atténuer et probablement disparaître. Choisir de changer, c'est choisir de sortir de sa condition. C'est prendre sa vie en main. Si vous conservez vos vieilles habitudes, vous continuerez forcément de souffrir. Dans le cas contraire, vous pouvez espérer être prochainement mieux dans votre peau. Si la confiance en soi s'apprend, se développe, il est plus facile de changer que de changer le monde ou d'attendre que les autres changent. Le rêve d'une transformation miraculeuse d'autrui ou de la réalité est une illusion. Il est plus aisé de modifier sa position par rapport à une montagne que de déplacer celle-ci. Une autre attente irréaliste consiste à compter en permanence sur l'aide d'autrui. Si vous espérez qu'un autre décide à votre place, vous allez encore affaiblir l'estime que vous vous portez. Jean-Louis, architecte dans un cabinet de groupe, n'ose jamais proposer ses solutions pour un projet d'immeuble. Il demande systématiquement l'avis de ses collègues avant d'entreprendre quoi que ce soit. Aussi se juge-t-il inconsistant et infantile. Accordez-vous le droit à l'imperfection. Il faut déclencher une dynamique personnelle qui va provoquer un sursaut et vous mener sur le chemin de la confiance en vous. Ne soyez pas votre propre pire adversaire. Transformez-vous en partenaire. Remettez en question votre façon de vous percevoir en ayant une conception moins rigide de vous et de l'existence. Vous avez le droit à l'imperfection, à l'erreur. Or, vous pensez précisément l'inverse.
Vous avez le sentiment que tout échec vous renvoie une image inacceptable de vous-même et que l'échec est le reflet de votre nullité. Dès qu'il perçoit ses faiblesses, le battu d'avance s'effondre, persuadé qu'il a tout perdu. Au contraire, les personnes qui ont confiance en elles savent que leur qualité subsiste après les échecs. Jonathan, qui fait partie d'une chorale, se trouvait incapable d'interpréter correctement sa partition dans la messe en si de Bach. Au lieu de désespérer, il a persévéré et il a eu raison. Il a été tellement bon dans le programme suivant que le chef de chœur lui a proposé de devenir soliste. Le perdant a toujours le sentiment d'une catastrophe possible, d'une défaite inéluctable, de sa déconfiture. Il donne à plein dans le catastrophisme et raisonne en termes de tout ou rien, bien entendu, dans le registre le plus alarmiste qui soit. J'ai mis trop de temps pour rédiger ce contrat et j'ai mal développé mes idées. Je vais être viré de ma boîte. J'ai raté mon soufflé au fromage. Tout mon dîner est fichu. Le perdant s'interdit d'avoir tort. Et cependant, qui peut se vanter de ne jamais avoir commis d'erreur ? Même si elle est source de déplaisir, une erreur nous éclaire souvent et nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Elle met en évidence ce qu'il faut perfectionner en nous et nous fait souvent progresser. Tirer les leçons de ces erreurs est profitable. C'est une expérience que nous n'oublierons jamais. Réordonnez vos priorités. Soyez conscient qu'aucun être ne peut tout réussir en même temps, ni d'ailleurs tout rater. Vous évoluerez quand vous admettrez la possibilité de l'échec. Bien évidemment, cela ne signifie pas qu'il faut rechercher les échecs. Il vaut même mieux tenter de les éviter. Mais, s'ils surviennent, cessez de vous condamner, repoussez l'idée de votre indignité. Soyez conscient que personne ne peut tout réaliser à la fois. Albert Einstein, lui-même, abandonna en 1932 une théorie élaborée en 1917 qu'il qualifia alors comme sa plus grande erreur. Envisagez les erreurs anciennes pour ce qu'elles sont, révolues. Demain est un autre jour. Dégagez-vous du passé, intéressez-vous au présent. Ne ruminez pas vos revers. Oubliez les douloureux, si j'avais pu, si j'avais su. Accordez-vous la permission de reprendre, de recommencer. Acceptez l'imperfection. Si la tâche est ardue, compliquée, ne perdez pas courage. Persévérez et progressez par étapes. Chaque mini-succès vous amènera vers le succès final. Faites équipe avec vos parties vulnérables. Les individus qui ont confiance en eux sont capables de s'accepter et en particulier d'identifier, voire de profiter de leur zone vulnérable. L'acteur Darry Cole a su tirer parti de son bégaiement, qui est devenu pendant des années son image de marque et a assuré son succès. Alors, si vous ne pouvez pas montrer vos émotions, contentez-vous de passer pour la reine, le roi, du self-control. Et si vous rougissez, sachez que nombreux sont ceux qui trouvent cela spontané et charmant. Reconnaissez vos qualités. Reconnaissez les preuves positives de votre personnalité. En vous concentrant sur vos qualités, vous améliorez votre image. Si vous cessez de nourrir vos tendances négatives, votre manque d'estime s'atténuera, votre confiance en vous augmentera. Définissez-vous autrement que par la négative. Cherchez l'or en vous, pas la lie. Soyez fiers de vous dire que vous êtes propriétaire de certaines ressources et acceptez de vous sentir bien dans votre peau. Vous avez obligatoirement réussi un certain nombre de choses dans votre existence. Retrouvez des moments, des expériences où vous avez été fier de vous. Évidemment, vous avez plutôt tendance à méconnaître vos succès et à vous dévaloriser. Anya, de père russe et de mère italienne, a vécu 20 ans aux États-Unis avant de s'installer en France. Elle parle couramment 4 langues et apprend le chinois. Elle n'en tire aucune fierté et déclare, comme pour s'excuser, « Je fais cela sans peine, tout naturellement, je n'ai pas à m'en vanter ». Pourtant, à sa place, chacun serait heureux et fier de réussir sans effort. Et, si tel est votre cas, vous devez en être fier.
Puisez votre force, votre confiance dans les situations maîtrisées, les événements réussis. Vous vous sentirez plus solide. Aussi minimes soient-ils, mettez en valeur vos succès, que ce soit une omelette baveuse à point ou l'art de ranger un placard. Réévaluez votre passé. Conservez ce qui est positif, sans fausse honte. En cherchant, vous trouverez. Recensez les choses que vous savez faire, vos ressources. Philippe se creuse la tête quand on lui pose cette question et répond avec humour. Je sais sabrer les bouteilles de champagne sans faire de dégâts et sans blesser personne autour de moi. En poursuivant ses investigations, il s'aperçoit qu'il aime le bon vin et le choisit bien. Je vais passer pour un alcoolique, soupire-t-il. Mais en outre, qu'il est le seul à calmer sa fille quand elle pique une colère, qu'il n'a jamais eu d'accident de voiture, conduirait-il bien, qu'il peut bricoler avec succès chez lui, etc. Distinguer nos qualités nous incite à les exploiter, à les entretenir, à les intensifier. Pensez à vos qualités. Répétez-les régulièrement, mais pas machinalement. Il n'est pas question ici de vous transformer en perroquet. Tout au contraire, vous devez vous imprégner activement et intimement de vos qualités, de manière à ne faire qu'un avec ce qui est exprimé. Prenez votre temps. Arrêtez-vous un instant après chaque affirmation, afin de vous identifier totalement avec son contenu. Laissez-vous envahir par sa signification jusqu'à fusionner avec elle. Ainsi, vos qualités vont vous devenir familières. Elles vont s'inscrire en vous comme une seconde nature. Faire l'inventaire de ce que l'on possède, ne pas tenir uniquement des discours défavorables sur soi, éviter de se juger péjorativement, se débarrasser des images négatives, nous permet de sortir du cercle vicieux dans lequel nous sommes enfermés. Vous êtes une unité avec des qualités et des défauts, comme tout le monde, ni meilleur ni pire. En un mot, acceptez-vous, ne niez pas vos ressources et repartez au combat si vous avez été blessé. Vous n'en êtes pas mort. Choisissez le bonheur. Comme le dit un proverbe chinois, on ne peut pas empêcher les oiseaux de malheur de voler, mais on peut les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. Cessez de croire qu'il existe en vous une force qui attire immanquablement les expériences douloureuses, désagréables, pénibles. Cessez de personnaliser, entre guillemets, de penser que ça n'arrive qu'à vous. Vous exagérez toujours l'importance des liens entre vous et une situation défavorable. Quand vous achetez un pantalon que vous détestez, quand votre voiture tombe en panne, quand vous oubliez vos clés chez une voisine, quand il se met à pleuvoir à verse, au moment où vous sortez du bureau sans parapluie, vous vous dites « il n'y a que moi pour me mettre dans des situations pareilles ». Et de vous plaindre, de vous regarder dans un miroir en pleurnichant. Quelle misère, je suis l'être le plus malheureux du monde. Il existe une délectation secrète derrière cette attitude, comme si vous étiez presque content d'être accablé, comme si vous ne pouviez subsister que dans les épreuves. À alimenter sans cesse vos défauts, à ruminer vos doutes, vos soucis, vos failles, vous devenez votre propre bourreau, mais avec une certaine complaisance. Comment se fait-il qu'il y ait en nous je ne sais quoi qui aime le malheur ? Écrit Musset. En entretenant ces idées du type « ça va toujours mal et ça ne s'arrangera pas », c'est comme si vous choisissiez d'être malheureux, et vous l'êtes. Bannissez ces vieux prototypes mentaux, éliminez ce courant mental morbide. Il faut désirer sincèrement être heureux. L'individu le plus heureux est celui qui tire sans cesse ce qu'il y a de meilleur en lui et qui s'en sert. Relativiser. Considérez les événements sous un autre angle. Vous voyez toujours la bouteille à moitié vide ? Tentez de la voir à moitié pleine. Ce n'est pas une manière de remplacer systématiquement le négatif par du positif, mais de vous autoriser à réagir différemment, de moduler et de transformer votre analyse, d'envisager les situations sous un autre angle. Comme cet inconnu, entendu à la radio, qui venait de rater son train et déclarait qu'il était en avance pour le prochain. Vous avez tendance à globaliser. À partir d'un fait unique, vous imaginez des conséquences générales. Vous déduisez que toutes les expériences semblables auront le même résultat. Quelqu'un accroche votre voiture, vous pensez que, décidément, vous n'avez jamais de chance.
et vous vous demandez si vous n'allez pas cesser de conduire. Vous avez tendance à être sélectif. Vous vous polarisez sur des détails et négligez le reste. Votre patron vous prie de ne pas fumer dans son bureau. Vous avez l'impression qu'il vous en veut personnellement, alors qu'il vous a félicité pendant 10 minutes sur le compte-rendu d'un dossier. Vous avez tendance à être arbitraire. Vous tirez des conclusions absolues et négatives sans preuve. Vous êtes vice-président d'une association de parents d'élèves du lycée local. Vous apprenez par hasard qu'une réunion a eu lieu, à laquelle vous n'avez pas été convoqué. Vous pensez sur le champ que l'administration veut vous éliminer. Faites la part des choses. Décentrez-vous. Interrogez-vous sur ces conclusions hâtives et déformées. Réfléchissez et essayez de trouver des interprétations moins définitives. Si vous n'avez pas reçu de convocation pour une réunion, la poste est peut-être coupable. Si votre patron vous félicite sur votre travail, acceptez ses compliments et oubliez la cigarette, etc. En outre, sachez distinguer la personne de ses résultats. Ne vous identifiez pas à vos actes, à vos échecs. Vous n'êtes pas forcément nul si vous avez raté un examen. Vous n'êtes pas inculte si vous ignorez la date de la Saint-Barthélemy. Vous n'êtes pas un mauvais musicien si vous faites une fausse note, ni un mauvais photographe si une photo est floue. Soyez plus ouvert. Envisagez plusieurs hypothèses par rapport aux questions que vous vous posez, aux difficultés que vous rencontrez. Soyez plus lucide avec vous-même et les événements. Prenez du recul avant de juger et vous percevrez mieux la réalité. Ainsi, vous pourrez décider et agir dans de meilleures conditions. Ayez des objectifs. La plupart du temps, les personnes qui n'ont pas confiance en elles ont des objectifs incertains, voire pas d'objectifs du tout. Xavier, étudiante en droit, n'ose pas imaginer qu'elle pourrait, son diplôme réussi, travailler dans un cabinet d'avocat. Gilles a un travail très correctement rémunéré. Néanmoins, il n'ose envisager de ne plus habiter chez ses parents, ce qui ne facilite pas sa vie affective. Dans le cas où elles auraient un but, ces personnes ne savent pas ce qu'elles pourraient faire, ni ce qu'elles veulent réellement. Elles hésitent, elles ruminent, ce qui entraîne une sensation de mal-être, de vide et de dispersion. Sans aucun doute, une des meilleures voies vers la confiance en soi consiste à agir pour que les choses se produisent avec succès. L'efficacité, la réussite sont de bons moteurs qui peuvent, en outre, servir de référence quand les difficultés surviennent. Elles nous encouragent à continuer, à trouver un sens à notre vie et à nous lever le matin. Or, le meilleur moyen de nous motiver pour l'action et le succès passe par la conscience d'un objectif. Sans but dans la vie, vous ressemblez à un bateau sans capitaine et sans destination. Vous ne pouvez que vous échouer. Se fixer un but donne une raison d'être, fournit une direction, permet de se mobiliser. On peut alors choisir ce que l'on veut faire et comment on va le faire. De nombreuses études ont montré que des individus ayant un but sont plus heureux et réussissent mieux que ceux qui en sont dépourvus. Quel que soit notre âge, un but véritable nous aide à structurer nos vies, notre travail, tout en étant un gage de réussite et de confiance. Dans les maisons de retraite, on s'est aperçu que si on encourage les personnes âgées à se définir des buts, leur sentiment de sécurité interne et leur performance augmentent considérablement. Les buts renvoient toujours à des désirs, des exigences. En général, les personnes qui ont confiance en elles, qui savent ce qu'elles veulent, connaissent leurs désirs et leurs exigences. Celles qui manquent de confiance en elles n'osent même pas ressentir de désir. Quand on demande à Nicolas ce qu'il souhaite, il répond « Pas grand-chose. En fait, rien. » Autorisez-vous à reconnaître vos désirs, vos rêves. Ayez des exigences. Se réapproprier ces désirs va vous dynamiser, vous sortir du rien. Donnez un coup de fouet à une volonté défaillante. Vous lancez sur la voie du « je veux quelque chose ». Mais, nouvelle complication, se reconnaître des désirs quand on manque de confiance en soi, c'est percevoir immédiatement les obstacles qui y sont associés. C'est avoir la certitude que les désirs mis en œuvre vont créer des problèmes insurmontables. Tout désir, par définition, implique un éventuel problème. Penser que s'il n'existe aucun désir, il n'existe aucune difficulté est une lapalissade. Si vous ne souhaitez pas escalader une montagne, vous ne risquez pas de tomber dans un précipice, de mourir de froid sous une tempête de neige,
de vous égarer, de manquer d'oxygène, de nourriture, etc. Dès qu'apparaît le désir, l'obstacle se profile et, à son côté, l'empêchement de l'atteindre. À cet égard, il existe deux types d'obstacles. Ceux qui ne dépendent pas de nous, les obstacles extérieurs, et ceux qui dépendent de nous, les obstacles internes. Notamment nos désirs sur lesquels nous pouvons agir. Faites la part entre vos désirs raisonnables, justifiés, et vos désirs irréalistes. Chacun doit satisfaire des désirs qui répondent à des besoins vitaux, nécessaires à l'existence, à la sécurité intérieure. Si ces exigences ne sont pas démesurées, illimitées, elles n'entravent pas nos possibilités. Si elles le sont, elles ressemblent à une chape de plomb qui nous asphyxie. Si vous ne parvenez pas à vous débarrasser de vos projets irréalistes, vous ne serez ni libre ni indépendant. Vous resterez figé dans vos comportements. Si, au contraire, vous parvenez à séparer les exigences fondées sur un besoin vital et celles qui s'apparentent au caprice ou qui sont du domaine de la simple préférence, vous évoluerez. À ce propos, interrogez-vous sur les conséquences de la non-réalisation de certains de vos désirs. Que se passerait-il de terrible si vous ne pouviez pas les concrétiser ? Bien souvent, le simple fait de se poser la question relègue ce désir à une place qui paraît très secondaire. En outre, si vous serriez vos désirs, vous êtes sur la voie des décisions et de la réalisation. Les personnes qui ont confiance en elles ont su sélectionner certains de leurs désirs, les convertir en buts véritables et agir. Mireille et Rémi viennent de passer leur bac. Ils hésitent entre diverses filières universitaires. Finalement, Mireille élimine le droit pour choisir l'informatique, qui lui paraît proche de ses aptitudes et ouvre davantage de débouchés. Rémi ne parvient pas à se décider, tergiverse et s'inscrit en droit par défaut et sans enthousiasme. Si vous restez au niveau des intentions sans jamais parvenir à privilégier l'une d'elles, si vous tournez et retournez ces idées dans votre tête nuit et jour, vous souffrirez et n'avancerez pas. Exprimez positivement vos objectifs. Exprimer votre objectif sur un monde positif va optimiser votre conviction, votre volonté d'agir et de réussir. Formuler sa pensée positivement, c'est déjà croire en ses possibilités. Supprimez les verbalisations négatives, les « c'est impossible »,« je n'y arriverai jamais », qui, tel un rouleau compresseur, entament votre énergie, ébranlent vos résolutions. L'influence des mots n'est plus à démontrer. Nous finissons par devenir et par faire ce que nous disons. Nous énonçons en moyenne 20 000 mots par jour. La manière dont nous nous parlons a de profonds retentissements sur nos pensées, nos sentiments, nos réalisations. Aussi, plus nous utilisons de termes négatifs, plus ils s'ancrent dans notre pensée, la concrétisent, la parasitent. Nous devenons négatifs. Encore un cercle vicieux. De la même façon, bannissez les formulations despotiques du type « il faut »,« je dois »,« j'aurais dû », correspondant à des obligations sociales ou morales qui ne sont pas forcément bonnes pour vous et ne correspondent pas à vos besoins ni à vos désirs. Remplacez-les par des formules non directives « je veux »,« je préfère »,« je choisis », où vous exprimez votre volonté, votre responsabilité, vos décisions. Nous y reviendrons dans le chapitre 10. Repoussez les « je n'ai pas pu agir » ou « qu'arrivera-t-il si ?» La première phrase implique une relation négative au passé. La seconde, une évaluation de l'avenir imprégnée de craintes et de représentations défaitistes. Comme si ce qui nous avait entravés jadis était inéluctable et, tel un destin néfaste, devait nous entraver aujourd'hui et demain. Ne vous laissez pas piéger dans la ronde infernale des « je vais tâcher de », tenter de, tester, vérifier, examiner les questions, qui traduit des intentions désordonnées et alarmantes. Ayez des objectifs réalistes. S'il y a un temps pour la réflexion, le choix entre vos désirs qui aboutit à cerner vos objectifs, encore faut-il que ces derniers soient réalistes. Donnez-vous des buts qui ne seront pas en contradiction avec votre morale, vos valeurs, votre mode de vie et de pensée.
Quand vous sélectionnerez votre objectif, faites-le en connaissance de cause. Si vous êtes dégoûté par le pouvoir et ceux qui l'exercent, souhaiter devenir un chef de service dans votre entreprise n'est pas un but envisageable. Choisissez des objectifs réalisables et ne vous lancez pas dans des entreprises impossibles. Considérez vos priorités. Si vous aimez par-dessus tout vivre en groupe, ce qui vous rassure, partir faire du canoë en solitaire n'est pas un bon plan de vacances. Distinguez et choisissez des buts bons pour vous, plutôt que de rechercher ce qu'imposent les autres ou la société. On recherche souvent l'argent, la réussite professionnelle afin d'être reconnu par autrui. Ces objectifs peuvent donner une illusion de confiance, mais en fin de compte, ils nous procurent rarement une satisfaction personnelle et intérieure et finissent par miner l'estime qu'on se porte. Guy, jeune chef de clinique dans un hôpital parisien, pensait devenir l'assistant de son patron et avait organisé sa vie selon ce plan de carrière. Un de ses collègues lui a été préféré. Guy a perdu confiance en lui et s'est installé à la campagne. Il s'est alors rendu compte qu'il s'y trouvait beaucoup plus heureux et qu'il s'épanouissait dans cette activité nouvelle pour lui qu'il avait auparavant dédaignée. Ayez des objectifs clairs. Les théories de la communication nous enseignent que plus un objectif est formulé clairement, plus il a de chances d'être atteint. Si vous donnez 3 adresses à un chauffeur de taxi et 5 chemins, il sera perturbé et finira probablement par refuser de vous conduire. Soyez clair avec les autres, mais aussi avec vous-même. Les objectifs clairs sont nécessaires, sinon vous allez vous lancer dans toutes les directions, vous agiter, ne rien finir, et le seul résultat sera de l'agacement, du dépit, du désappointement. Essayez de décrire votre but le plus exactement possible. Fixez-vous des étapes, des délais, une date limite. Ainsi, vous pouvez toujours savoir où vous allez, où vous en êtes, et au besoin changer de direction. Votre désir de faire de la gymnastique se transforme en un objectif. Vous inscrire dans un club et y aller 3 fois par semaine, en fin de journée. Ayez des objectifs précis. Vous courez le risque de vous disperser si vous envisagez un trop grand nombre de buts. Entre autres, être une épouse idéale, une mère parfaite, apprendre le chinois, devenir PDG d'une multinationale et comprendre les dernières découvertes de la biologie moléculaire. En réalité, il faut avoir des buts précis plus faciles à atteindre. Cela en augmente l'efficacité. Par exemple, pour un commercial, voir augmenter ses ventes de 10% avant la fin de l'année sera plus productif que de se dire « je ferai de mon mieux ». Différenciez les objectifs principaux des accessoires. Faites des listes et remaniez-les. Une patiente avait établi une liste de 100 buts. Cela allait du fait de jouer au bridge, de changer de métier, de partir en vacances en Australie, à celui d'apprendre à chanter, à faire de l'équitation, jusqu'à acquérir un appartement plus grand, un chien et une voiture décapotable. Au cours de la thérapie, elle a été amenée à remanier plusieurs fois sa liste. Progressivement, elle a pris conscience qu'un but se détachait des autres, avoir un enfant. Elle a fini par comprendre que son manque de confiance en elle ne lui avait pas permis de dégager des priorités et l'entraînait à choisir des objectifs qui, en raison de leur nombre, s'annulaient. Classez et reclassez vos buts. Ceux qui arriveront toujours les premiers ont de bonnes chances d'être vos objectifs fondamentaux. Quand on série ces objectifs, le regard sur eux change. Notre conception de leur réalisation évolue et devient moins floue. Nous pouvons considérer l'action de manière différente, en connaissance de cause. Comment atteindre vos objectifs ? Le simple fait de se poser la question « comment vais-je agir ?» dynamise notre volonté et nous permet de vivre l'avenir d'une manière différente, de projeter notre désir actuel dans un futur possible et réalisable. Dans un premier temps, choisissez des buts à court terme. Fixez-vous des priorités selon un programme. Ordonnez vos objectifs en fonction de vos possibilités et de vos besoins. Vous pouvez cette semaine emmener votre fils chez le médecin, commencer à rassembler des documents pour votre conférence du mois prochain et organiser un dîner le dimanche soir. Dans un second temps, passez à des objectifs à plus long terme. Dans ce cas, si vous vous êtes fixé un but global et ambitieux, fragmentez-le en mini-objectifs. Ainsi, vous éviterez de vous sentir débordé ou accablé par l'importance de la tâche et de tout abandonner.
Vous raterez une mayonnaise si vous mélangez en vrac le jaune d'œuf et la totalité de l'huile. En revanche, si vous versez l'huile petit à petit, vous avez toutes les chances de réussir. Il est plus facile de résoudre un problème si l'on procède par étapes, en commençant par le plus simple pour aboutir au plus complexe. Chaque mini-réalisation agit comme un aiguillon pour aller de l'avant et parvenir au résultat général. Vous pouvez aussi repérer vos progrès et éventuellement intégrer de nouvelles informations qui vous permettront au besoin de moduler vos objectifs. Vous avez comme but principal de réussir à vous exprimer en public. Donnez-vous plusieurs mois et commencez par discuter de problèmes que vous connaissez bien, d'abord avec quelques amis ou des proches en qui vous avez confiance. Puis, notez ce qui s'est bien passé et ce qui doit être amélioré. Ensuite, essayez de donner votre point de vue lors de réunions ou de repas de famille. Enfin, lancez-vous avec des collègues de bureau et des étrangers. Estimez les risques. Selon les théories de la probabilité, le risque zéro n'existe pas. Quand on entreprend quelque chose, on s'expose. Quelles seront les conséquences de la réalisation de vos objectifs ? Posez-vous la question afin d'évaluer correctement les dangers encourus. Comme au poker, établissez un rapport gain-risque et misez en fonction de votre jeu. S'il est exécrable, mieux vaut se coucher. En revanche, si vous avez un carré d'as, vous pouvez espérer gagner. En un mot, soyez audacieux sans être imprudent. Les risques peuvent se révéler trop élevés par rapport aux avantages espérés. Après avoir passé la nuit à conduire pour vous rendre à la montagne, évitez de vous lancer immédiatement sur une piste noire sous prétexte que vous n'avez pas une minute à perdre. Vous risquez l'accident. Vous attendez un accord qui tarde à arriver pour commencer un chantier, évitez de partir en vacances dans un désert où l'on ne peut vous joindre. Vous risquez de perdre le chantier. Mais les risques peuvent également paraître infimes à la lumière de votre analyse. Si vous souhaitez apprendre à conduire, vous risquez d'être recalé 1 ou 2 fois, comme tout le monde. Si vous désirez acheter un appartement, vous risquez de chercher pendant un certain temps, comme tout le monde. Dans ces 2 cas, pourquoi différer quand tout indique qu'il faut avancer ? L'anticipation des risques vous aidera à prendre la meilleure décision, à vous préparer à l'action, ensuite à les assumer avec lucidité. Vous partez en mission à l'étranger et projetez de prêter votre appartement à des amis. Cette intention comporte un certain nombre d'avantages, notamment de ne pas laisser votre appartement à la merci des cambrioleurs, faire arroser vos plantes. Elle comporte également un certain nombre de risques, notamment retrouver l'appartement sans dessus-dessous, régler des notes de téléphone, d'électricité exorbitantes et surtout compromettre vos relations amicales. Êtes-vous sûr de pouvoir et de vouloir assumer ces risques ? Si vous pesez le pour et le contre, votre décision finale portera la marque de votre réflexion et vous serez le seul responsable de vos actes. Une dernière remarque. Après avoir évalué les risques, ne vous polarisez pas uniquement sur un possible échec afin de justifier votre inaction. Nous avons déjà vu qu'un échec n'est pas une catastrophe. Acceptez l'idée d'un risque minimum. Donnez-vous les moyens de vos objectifs. Vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs si vous ne vous donnez pas les moyens de réussir. Demandez-vous ce qui va pouvoir vous aider. Cherchez ce qui existe à l'extérieur pour vous faciliter la tâche. Appuyez-vous sur ce que la société met à votre disposition. Les institutions au sens large, les associations, les magasins, Internet, la commune, la région, le quartier, etc. Si votre objectif est d'apprendre à rédiger, inscrivez-vous à des cours spécialisés. Si votre objectif est de cesser de boire, adhérez aux alcooliques anonymes. Si vous souhaitez aller au théâtre cette année, tout en sachant que vous n'aurez ni le courage ni le temps de faire la queue, profitez des systèmes d'abonnement. Si vous voulez faire vous-même votre comptabilité, achetez un ordinateur et participez à des stages de formation. Mais ne comptez pas uniquement sur l'extérieur. Cherchez en vous les moyens dont vous disposez pour réaliser votre objectif. Si vous projetez de courir le marathon, un entraînement régulier s'impose. Si vous souhaitez prendre une année sabbatique et voyager, assurez-vous d'avoir mis suffisamment d'argent de côté. Si vous voulez changer de profession, prévoyez de suivre une formation pour vous mettre à niveau. Dans la plupart des cas, vérifiez que vos moyens vous donnent une chance raisonnable de succès. Si vous ne trouvez pas de solution, ne vous découragez pas. Vous avez peut-être mal cherché et il faut persévérer. En parler autour de vous, à des gens qui ont les mêmes objectifs et problèmes que vous.
Sinon, il faut innover, inventer des solutions ou modifier votre objectif. Soyez souple et tenez compte de l'environnement, du contexte. Il ne suffit pas de se fixer un but et de s'y tenir. Il faut changer de direction si la situation l'exige. Romuald avait décidé d'apprendre l'italien parce que sa société travaillait beaucoup avec l'Italie. Entre-temps, le marché anglais est devenu prépondérant et Romuald a senti que son objectif de départ était inadapté. Dans ce cas, soit il faut changer d'objectif, apprendre l'anglais au lieu de l'italien, soit changer d'entreprise. Si vous refusez de transformer votre but, vous serez forcément frustré. C'est pourquoi il faut vous tenir informé quand vous réalisez vos buts. Ne restez pas figé dans des objectifs rigides. Adaptez-vous et ne négligez pas les opportunités qui se présentent. Ces conseils, même s'ils vous paraissent contraignants, constituent le b.a.-ba d'une conduite plus confiante, plus aisée. Ils vont vous permettre d'accéder à de nouveaux modes de sentir, de penser et à un meilleur contrôle des situations. Comportement que nous allons peaufiner dans les chapitres suivants. Chapitre 4. Devenez assertif. Devenez assertif et vous accomplirez un pas de plus vers le changement et la confiance. Cette technique comportementale, encore appelée affirmation de soi, est née aux États-Unis. Elle nous apprend à exprimer ce que nous voulons dire en économisant nos efforts, à agir en accord avec nos idées, nos opinions et nos sentiments, à nous poser en véritable partenaire, authentique dans nos échanges et dans nos rencontres. Elle nous prépare à affronter des situations quotidiennes, gênantes et pesantes. Elle nous procure une plus grande aisance pour gérer les événements problématiques. Elle nous donne les moyens d'y répondre sans complexe, ni culpabilité, et sans blesser les autres. L'assertivité a l'avantage de la simplicité. Elle nous propose des techniques faciles à comprendre et à appliquer, utiles et efficaces pour adresser une demande, refuser d'accéder à une demande, formuler une insatisfaction, résoudre des relations conflictuelles, répondre aux critiques et même accepter des compliments. Toutes les situations qui vous embarrassent vous font souffrir et vous réagissez maladroitement. L'assertivité vous aidera tout particulièrement à savoir que dire et comment le dire quand vous y serez confronté. Ce prêt à répondre, entre guillemets, vous préparera à inaugurer de nouveaux comportements en instaurant des automatismes qui fonctionneront bientôt comme des réflexes. Grâce à cette méthode, vous allez abandonner en douceur votre fonctionnement actuel et conquérir une plus grande liberté d'action et de parole. C'est une manière de vous protéger et d'arriver à vos fins tout en préservant la qualité de vos relations. En d'autres termes, les rapports humains deviennent harmonieux, dans un respect mutuel. Chacun peut dire ce qu'il a à dire et le faire sans heurter l'autre, sans agressivité ni manipulation. Les 4 modèles de comportement. Il ne faut pas confondre l'assertivité avec 2 autres types de conduite. L'agressivité et la manipulation. La différence entre eux est grande. Le comportement agressif. Un être agressif est souvent difficile à vivre. On dit qu'il a mauvais caractère. Son humeur est instable, il est toujours sous tension, s'énerve pour un rien. Il est intolérant, contradicteur, ironique. Sûr de lui, il ne se remet jamais en question et essaie en permanence d'imposer ses opinions de manière impérative. Seul son point de vue l'intéresse. Il fait toujours passer ses besoins avant ceux des autres et vit les échanges comme des rapports de force. Il n'écoute personne, supporte mal la contradiction, frustre et irrite ses interlocuteurs auxquels il ne reconnaît pas le droit à la parole, sauf à être d'accord avec lui. Il résout souvent ses problèmes par la violence ou la contrainte. Le comportement manipulateur. Comme l'agressif, le manipulateur tend uniquement à la satisfaction de ses besoins personnels et n'a aucune considération pour son interlocuteur. Contrairement à l'agressif, le manipulateur est courtois, poli en apparence, et dissimule ses sentiments pour mieux exploiter l'autre. Il brouille les cartes, dénature les informations qu'il donne, utilise la flatterie, voire le mensonge pour arriver à ses fins et faire céder l'autre. Tout échange prend l'allure d'un jeu de dupes. Pour le manipulateur, l'autre est un objet à son service, qu'il manœuvre en fonction de ses propres intérêts. Le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, héros des liaisons dangereuses, sont des modèles du genre. Le comportement assertif.
On pourrait dire d'un être assertif ou affirmé qu'il est bien dans sa peau, qu'il est équilibré et donne une impression de calme et de bien-être intérieur. Son humeur est égale, il ne s'emporte pas facilement. Il a plutôt confiance en lui tout en ayant conscience de ses limites et en étant capable de se remettre en question. Il est à l'écoute de lui-même et de son entourage. S'il sait défendre et exprimer clairement ses pensées et ses besoins, il n'en respecte pas moins ceux des autres. S'il est confronté à des problèmes relationnels, il essaie toujours de les dénouer en établissant un dialogue authentique et franc, tentant ainsi de concilier des points de vue apparemment différents et opposés. Et vous, qui êtes-vous ? Vous vous comportez conformément au 4e type de comportement mis en évidence par les théories assertives. Comportement passif. Vous avez tendance à ne pas reconnaître ni revendiquer vos droits, à ne pas extérioriser vos émotions, à ne pas exprimer vos opinions, à masquer vos sentiments. Cette attitude a pour but d'éviter les désaccords en ne contrariant pas l'interlocuteur. Vous lui laissez entendre que vous n'êtes pas important, qu'il peut en prendre à son aise avec vous et vous exploiter. Vous avez l'air de dire « Ne te préoccupe pas de moi, mes sentiments sont secondaires, mes idées n'ont pas d'intérêt, je suis inférieur, tu es meilleur que moi. Pense, choisis et agis à ma place. » En ne vous respectant pas, vous autorisez les autres à faire de même et à vous manipuler ou bien à vous agresser. Un exemple va vous permettre de mieux comprendre et de bien différencier ces 4 attitudes. Alain, retraité, habite un pavillon de banlieue. Un bel après-midi d'automne, il prend le soleil sur sa terrasse. 5 minutes plus tard, il est assiégé par une épaisse fumée noire. Elle provient du jardin d'un de ses voisins qui fait brûler des cartons. Attitude agressive. Alain se précipite chez le voisin en hurlant, il l'injurie, il l'accuse d'être un incendiaire, le menace de le dénoncer au maire, aux gendarmes. De rage, il lui jette ses clés à la figure. Attitude manipulatrice. Alain appelle la police et le lendemain s'arrange pour rencontrer son voisin et se lancer dans une diatribe contre les gens intolérants, les autres voisins. Attitude assertive. Alain va voir son voisin, lui explique calmement qu'il a un problème avec la fumée et lui demande de l'aider à le résoudre. Ils tombent d'accord pour arrêter le feu. Alain propose même de donner un coup de main à son voisin. Attitude passive. Alain ne dit rien, rentre chez lui et ferme ses fenêtres. Avantages et limites de l'assertivité. L'attitude assertive ne garantit pas une réussite à tous les coups. Cependant, quand on possède bien cette méthode, elle donne, dans la majorité des cas, les meilleurs résultats. Elle vous permet d'affronter des situations inhabituelles et difficiles avec armes et bagages. En cas d'échec, vous ne serez pas resté dans votre coin, terré et apeuré. Vous aurez essayé de transformer une situation, de vous battre. Il est souvent préférable de tenter plutôt que de ne rien faire. Tout d'abord, vous êtes actif en exprimant vos désirs, vos idées. Ensuite, vous êtes soulagé d'avoir osé le faire. Enfin, vous êtes revalorisé par votre attitude dynamique. Néanmoins, ne vous sentez pas obligé d'être assertif en toutes circonstances. D'une part, il existe des situations au cours desquelles un comportement assertif est inadapté, voire dangereux. Face à un agresseur sur un parking désert, à un groupe de skinheads déchaînés et violents, mieux vaut prendre la fuite. D'autre part, il existe des situations qu'une conduite assertive ne peut résoudre. Si vous êtes dans un ascenseur avec une famille dont les enfants s'injurient, évitez de dire à leur mère que vous les trouvez insupportables. Vous ne les reverrez jamais. Si vous êtes convié à un concert privé, évitez de dire aux musiciens que leur interprétation vous paraît contestable. La fois suivante, déclinez l'invitation. Si vous jouez exceptionnellement au tennis avec un partenaire peu doué, évitez de lui faire remarquer ses maladresses. Cessez de jouer avec lui. Vous n'êtes pas censé exprimer vos désaccords et vos opinions en toute occasion. Sachez vous économiser. Adoptez l'assertivité. Être assertif, s'affirmer, c'est communiquer plus aisément, acquérir une meilleure maîtrise des relations sociales, limiter le poids des pressions extérieures, gagner une liberté nouvelle dans les échanges, se sentir responsable, éprouver une satisfaction personnelle, retrouver confiance en soi. Cette attitude ne vous est pas familière, peu s'en faut. Il faut la prendre de manière à ce qu'elle devienne spontanée, telle une seconde nature. Comment faire ?
Avant de détailler les techniques assertives, quelques conseils pour vos premiers pas. Il est toujours préférable d'utiliser le je plutôt que le tu ou le vous, souvent accusateur et proche du réquisitoire. Si l'on vous propose un gâteau alors que vous êtes au régime, ne faites pas une sortie contre les gens qui ne comprennent rien et avalent n'importe quoi. Répondez simplement que vous voulez maigrir et que vous ne mangez pas de sucreries en ce moment. Soyez clair, bannissez les expressions ambiguës, les allusions gênées, les silences pesants. La meilleure manière de vous faire entendre consiste à dire simplement et précisément ce que vous désirez et ce que vous ne voulez pas. Si votre mari vous propose d'aller au cinéma voir un film de science-fiction et que cela ne vous enchante guère, dites-lui « Honnêtement, je préfère un policier ». Soulignez l'importance pour vous de certains faits. N'ayez pas honte de ressentir et d'exprimer des émotions entre guillemets négatives comme l'irritation, le mécontentement, la déception, le chagrin, du moment que vous les formulez en votre nom propre et sans animosité. Dire à votre fils que vous êtes contrarié par ses résultats scolaires est préférable au « tu n'es bon à rien », formulation qui le dévalue. À ce propos, il est important de bien saisir la différence entre un comportement affirmé et un comportement agressif, en particulier quand on défend ses droits ou qu'on émet des objections. L'assertif n'est jamais en position d'accusateur, même s'il exprime son insatisfaction ou sa contrariété. Il respecte son interlocuteur. L'agressif est toujours critique, mordant, voire menaçant. Il se moque de son interlocuteur, le tourne en dérision et l'humilie. Dire à un ami qui manque un rendez-vous « Je suis très ennuyé, je pensais que tu viendrais, ou au moins que tu me préviendrais », ne le place pas en position d'accusé, ne le rejette pas comme le ferait « Tu es un lâcheur et un dégonflé ». Sachez utiliser le « Je vous comprends, mais » qui défend votre point de vue tout en prenant en compte celui de votre interlocuteur. Vous faites la queue depuis un bon moment chez le boucher. Quelqu'un passe devant vous. Dites-lui avec calme et fermeté « Je comprends que vous soyez pressé, mais je le suis moi-même. Essayez de patienter comme les autres. » Si ce que vous avez à annoncer vous paraît difficile à exprimer, utilisez une formule d'introduction telle que « Ce que j'ai à vous dire n'est pas facile » ou « Je vais vous surprendre, mais » et poursuivez sur votre lancée. Des phrases aussi simples sont des entrées en matière qui vous évitent de paraître trop abruptes et contribuent à vous mettre plus à l'aise. En outre, les autres seront prévenus que vous avez quelque chose d'important à dire. Prenez du recul face à une demande dérangeante. Donnez-vous le temps de répondre, ainsi vous aurez la possibilité de réfléchir et, si vous voulez refuser, de trouver des arguments. Quand votre meilleur ami veut vous emprunter votre voiture, répondez-lui que cela vous pose un problème et que vous devez y penser. Dites-lui de vous rappeler dans quelques jours. Ne vous sentez pas obligé de toujours justifier vos décisions et vos actes. Vous risquez de vous perdre dans des explications confuses et de vous exposer à des tractations sans fin. Dans certains cas, moins vous livrerez d'informations, moins vous donnerez prise à l'autre. Si vous ne souhaitez pas passer vos vacances chez un vieil oncle, déclarez « Je suis désolée, je ne peux pas me déplacer en ce moment. J'ai mes raisons dont je ne peux pas parler. » Si possible, terminez l'échange de façon adéquate, ce qui laisse une bonne impression. Si vous demandez une augmentation à votre patron, concluez en disant « Je suis content que vous m'ayez écouté, j'espère que vous penserez à moi. » Ce message positif constitue une ouverture et laisse une porte de sortie aux deux participants. Les techniques assertives. Dans ce chapitre, nous développerons certaines techniques d'affirmation de soi, les plus simples et faciles à utiliser au début, le disque rayé, l'écran de brouillard ou étredon, l'offre de compromis, l'écoute active, l'affirmation positive. Nous reviendrons par la suite sur d'autres procédés plus complexes et plus délicats à mettre en œuvre. Néanmoins, ces 5 techniques sont utilisables dans de nombreuses circonstances. Grâce à elles, vous progresserez rapidement, d'autant plus que vous pouvez les appliquer directement et en observer les effets positifs dans des délais très courts. Elles vous permettront de vous défendre, de résister, de vous dégager de vos contradictions, de résoudre des situations conflictuelles. En définitive,
vous réussirez à acquérir une plus grande assurance pour dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, sans blesser votre interlocuteur. Vous allez enfin donner des réponses efficaces et adopter un comportement gratifiant. Le disque rayé. Cette technique est à la portée de tous. Elle est simple, facile à appliquer, parfois amusante. Elle consiste à répéter avec calme, clarté et fermeté ce que l'on veut ou ne veut pas. Elle réclame une certaine patience, de la persévérance, un peu de cran et de volonté. Élaborée par Zeev van der Haar, psychologue américain, la technique du disque rayé emprunte ses caractéristiques à l'objet du même nom. En effet, un disque vinyle trop poussiéreux ou rayé répète inlassablement la même phrase musicale. Cette métaphore traduit la constance qu'il faut souvent déployer au cours des conduites d'assertivité. Cela ne signifie pas qu'il faille rabâcher les mêmes mots des heures durant, mais qu'il faut persévérer dans l'expression d'une opinion, d'un souhait, d'un sentiment, sans dévier du point de vue que vous voulez exposer et défendre en négligeant les aspects secondaires. Cette attitude évite d'être manipulée, amène l'autre à prendre en considération vos besoins et à vous écouter. En effet, votre interlocuteur va être amené à s'apercevoir que vous avez une idée bien arrêtée et que vous n'êtes pas prêt à l'abandonner. Comme un bateau qui poursuit sa route malgré les courants, vous répétez votre position calmement. Et vous la répétez encore et encore, jusqu'à ce que l'autre comprenne que votre résistance est plus importante, votre résolution plus forte qu'il ne le supposait. Vous pouvez modifier la forme de votre discours, le style, les tournures de phrases, varier le timbre de votre voix, mais pas le fond. Le contenu de votre message doit rester identique. Et dans la mesure où vous demeurez courtois, calme, souriant, posé, vous ne pouvez passer pour un individu obstiné et borné. En somme, le disque rayé permet de tenir bon, de ne pas reculer. Grâce à ce procédé, vous ne serez plus obligé de rentrer vos pseudopodes à tout bout de champ, à la moindre alerte. Après la théorie, passons à la pratique. Refusez une demande. Nous allons examiner une situation à laquelle vous êtes constamment confronté et qui vous embarrasse. On vous exprime une demande que vous n'arrivez pas à refuser. Les exemples sont nombreux. Depuis garder les enfants de votre sœur, prêter de l'argent, votre voiture à un proche, terminer le dossier d'un collègue de bureau, acheter un objet dont vous n'avez ni besoin ni envie, jusqu'aux invitations à dîner, à passer un week-end à la campagne, etc. Vous cédez toujours, faute d'oser dire non, souvent même sans vous faire prier. Comment le disque rayé peut-il vous aider ? Vous croisez un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous allez boire un verre ensemble dans un café et c'est alors que ce vieux copain vous demande « Peux-tu me prêter de l'argent ? Je suis à découvert depuis 3 mois. » Je comprends ton problème, mais ce n'est pas possible. Tu sais bien que je te le rendrai bientôt. Ça m'ennuie, mais je ne peux pas te prêter d'argent. Je peux compter sur toi, tu es un vrai copain. Désolé, mais je ne peux pas te prêter d'argent. Tu me déçois beaucoup. Je comprends que tu sois déçu, mais je ne peux pas te prêter d'argent. Autre exemple, une amie vous invite à dîner. Je suis sûre que cela va te plaire. C'est sympa d'avoir pensé à moi, entre parenthèses gratifier l'autre, mais je ne peux pas venir. Je suis déçue, je tenais à te présenter des amis charmants. Il y aura d'autres occasions, mais pour cette date, je ne peux pas. Je voulais tellement te voir. Tu sais bien que je suis toujours content de te voir, mais ce soir-là, c'est impossible. Et pensez toujours que c'est la demande que vous repoussez, non celui qui l'exprime. Faire une demande. Examinons une autre situation périlleuse. Demandez quelque chose à quelqu'un. Vous faites toujours passer les besoins et les désirs d'autrui avant les vôtres. Vous avez depuis longtemps remplacé « je veux »,« je voudrais »,« je souhaite »,« j'aimerais »,« par »,« comme tu veux ». Vous évitez de dire directement ce que vous voulez. Si vous exprimez une demande, ce sera souvent d'une manière confuse, embrouillée, embarrassée. Utilisez le « je » et soyez clair. Préparez vos phrases. Notamment, si vous appréhendez la réaction de l'interlocuteur, anticipez en commençant par « tu vas être surpris par ma demande » ou « tu vas peut-être trouver
que j'exagère, mais on sait que les hommes d'affaires utilisent avec succès ce type d'entrée en matière au cours de négociations délicates. Abandonnez votre ton dramatique, votre air sérieux et coincé, souriez. Et ne vous focalisez pas sur un refus. Pensez que ce n'est pas vous qu'on rejette, mais votre demande. Exemple. Vous êtes au restaurant et l'entrecôte qu'on vous apporte est dure comme du bois. Vous appelez le serveur. Ce que je vais vous dire ne va pas vous faire plaisir, mais je viens de goûter la viande que vous m'avez servie et je la trouve si dure qu'elle est immangeable. Pouvez-vous me la changer ? J'en ai pourtant servi à 10 personnes qui ne m'ont fait aucune remarque. Les autres entrecôtes étaient sûrement tendres, mais la mienne est coriace. Mais cette viande provient du même fournisseur. Je sais bien que vous avez généralement de la bonne viande, mais la mienne n'est pas bonne. Pouvez-vous m'en donner une autre ? Monsieur, c'est impossible dans une maison comme la nôtre. Je connais la réputation de votre restaurant, c'est pourquoi je suis venue dîner ici. Néanmoins, je préfère que vous me changiez cette entrecôte, de toute façon je n'arriverai pas à la manger. C'est bien la première fois que cela m'arrive, je vais vous la changer. Je vous remercie, vous êtes très aimable. Autre exemple, la musique qu'écoute votre voisin est très forte et vous gêne. Il est 1h du matin et vous voudriez bien dormir. Vous lui téléphonez. Bonsoir, monsieur X à l'appareil. Il est 1h et je voudrais bien dormir. Je suis très gênée par le bruit de votre radio. Il n'y a pas tant de bruit que ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit et je voudrais que vous baissiez le son de votre appareil. J'avais prévenu dans l'immeuble qu'il y aurait un peu de bruit. Je sais que vous aviez prévenu, mais maintenant il est tard et je voudrais que ce bruit soit moins fort. Je ne vais pas mettre mes invités à la porte. Je ne vous demande pas de mettre vos invités à la porte. Vous pouvez simplement baisser le son de votre musique. C'est très rare que je fasse du bruit. Je sais que c'est très rare, mais il est tard et votre bruit m'empêche de dormir. Je vais voir ce que je peux faire. Vous seriez très gentil de baisser le son afin que je puisse dormir. La persévérance de votre demande, la clarté de votre message mettent votre interlocuteur sous pression. Il ne peut se dérober et va devoir répondre dans l'immédiat. Ainsi, que sa réponse soit négative ou positive, vous serez fixé sur ses intentions et ne resterez pas dans l'incertitude. L'écran de brouillard ou édredon. Ce procédé, simple dans son principe, est également facile à appliquer. Il partage certaines propriétés avec le brouillard. Il est tenace, opaque, tout en ne présentant pas de résistance, en apparence. Si vous jetez une pierre, elle disparaît. Vous ne la retrouvez pas et ce geste n'aura pas pour autant modifié le brouillard. Tous vos efforts pour tenter de le transformer se révéleront vains. À la façon du brouillard, vous pouvez vous montrer tenace face à des reproches tout en ne présentant pas de résistance, de manière à décourager et même à désarçonner votre interlocuteur. Quant à l'édredon, il est souple et adopte parfaitement le contour des objets sur lesquels il repose. De la même façon, vous allez régler vos réponses sur les critiques de votre interlocuteur pour mieux les étouffer. Cette technique est particulièrement utile dans des situations où l'autre émet des reproches, se montre agressif, à votre endroit. Dans la mesure où vous semblez l'écouter avec attention, mais où vous ne réagissez pas, sinon passivement, voire avec indifférence, vous le surprenez et le déconcertez, comme un poisson qui glisse entre les mains du pêcheur. Ainsi, vous désamorcez le conflit. Vous avez le choix entre plusieurs options. C'est bien possible. Sans doute. C'est vrai. C'est exact. C'est probable. Vous avez sûrement raison. Je n'en doute pas. J'en suis certain. C'est votre avis. C'est ton point de vue. Auquel s'ajoute la reformulation. Par exemple, si on vous dit « tu n'es pas serviable », répondez « ça m'arrive parfois de ne pas être serviable ». Simplissime, non ? À travers ces phrases types, vous admettez le fait reproché, mais sous-entendez le refus de vous juger négativement, de vous sentir coupable. Elles préviennent la manipulation et la dévalorisation par l'autre. Vous aurez entendu ce qu'on veut vous dire sans vous sentir dans l'obligation de changer d'opinion ou de comportement. Les observations qu'on vous adresse peuvent être justifiées ou injustifiées. Dans le premier cas, faites la part entre des critiques positives exprimées avec tact et des critiques justes mais formulées maladroitement ou agressivement. Par exemple,
Une amie vous signale avec obligeance que vous avez mal orthographié un nom propre dans un article. Cette critique est vraie et faite pour vous aider. Répondez « c'est exact », sans pour autant vous sentir humilié. Vous avez droit à l'erreur et pouvez parfaitement la réparer. Ne vous écroulez pas, vous n'êtes pas nul ni débile si vous vous trompez. Ne confondez pas, là encore, l'acte et la personne. Mais si une collègue de travail vous sermonne parce qu'elle trouve votre jupe trop courte, ce qui est vrai, restez vague. Répondez sans doute. À vous ensuite de réfléchir sur la longueur de vos ourlets au bureau et de décider d'un éventuel changement. Dans le second cas, le caractère hostile et erroné du reproche ne peut susciter qu'une réponse. C'est bien possible. Si, au cours d'une soirée, un inconnu vous accuse de l'avoir bousculé, sortez votre édredon et tournez les talons. Ce procédé vous évite de rentrer dans une polémique sans fin et vous permet de mettre à distance un interlocuteur injuste et agressif. Nous examinerons plus loin d'autres moyens tout aussi efficaces, mais plus délicats à mettre en pratique. Quoi qu'il en soit, évitez de contre-attaquer, de répondre à la critique par la critique, à l'agressivité par l'agressivité, de déclencher une surenchère de violence, d'injures, de menaces, où chacun blesse l'autre, ce qui n'améliore pas les relations. Quelques exemples vont vous familiariser avec cette technique. Votre tante garde de temps en temps votre fille, Christelle, et de temps en temps, il vous faut subir ses réflexions moralisatrices et assommantes. Cette fois-ci, elle vous signale d'un ton mélodramatique que le manteau de Christelle est trop étroit. Elle porte toujours le même manteau depuis l'année dernière. C'est exact. Elle a du mal à bouger en étant si serrée. Sans doute. Tu ne t'en es pas aperçu ? Si, probablement. Elle me fait pitié avec ce vêtement trop petit pour elle. C'est vrai. Cet enfant a l'air d'une pauvresse. C'est possible. Tu devrais faire attention. Tu as raison. Vous conservez une attitude olympienne face à une femme qui cherche à vous culpabiliser et sous-entend que vous êtes une mauvaise mère, peu attentive à l'apparence et aux besoins de son enfant. L'écran de brouillard vous permet ainsi de prévenir une dispute et d'éventuelles représailles de la part d'une parente qui vous dépanne quand vous le souhaitez. Paul fait partie d'un atelier de peinture. Lisa, sa voisine de chevalet, critique souvent son travail. La perspective n'est pas exacte. C'est ton avis. Tu n'as pas copié exactement le modèle. C'est vrai, je n'ai pas copié exactement le modèle. Tu pourrais faire plus attention. Sans doute. Tu es étourdi. Exact. Tu n'obtiendras pas de prix de peinture. C'est bien possible. Écoute, fais comme tu veux. Tu as raison. Paul ne s'est pas laissé entraîner dans une controverse qui ne l'intéresse pas. Il admet les faits, mais sous-entend qu'il considère son activité comme un loisir et ne prétend pas être un nouveau Picasso. Aussi, les remarques désobligeantes de Lisa n'ont-elles aucun effet sur lui. Il reste calme et serein et ne se laisse ni déstabiliser ni humilier. L'offre de compromis. Ce procédé permet souvent d'apaiser les tensions et d'aplanir les difficultés. Il peut également vous soulager lorsque vous vous sentez coupable, encore un peu quand même, de refuser quelque chose à quelqu'un. Cette technique consiste à consentir à la demande de l'autre jusqu'à une certaine limite, ou bien à proposer une solution de rechange qui vous implique personnellement. Mais attention, le compromis doit être acceptable pour les deux parties, la solution satisfaisante, équitable et réaliste. Il ne s'agit pas de trouver un compromis uniquement pour avoir la conscience tranquille et la paix. Dans ce cas, vous avez de fortes chances pour que l'accord se règle à votre détriment et d'y perdre des plumes. Un juste équilibre entre deux positions différentes évite les frustrations. Ce que vous gagnez, l'autre ne le perd pas forcément, et vice-versa. Votre sœur vous demande de garder son chien dimanche après-midi. Vous avez déjà refusé 3 fois et vous vous sentez vaguement coupable, d'autant que ce boxer est charmant et que vous l'aimez beaucoup. Si vous n'avez aucun engagement en début d'après-midi, vous pouvez faire une offre de compromis. Je veux bien garder Poogie dimanche si ça peut te rendre service. Mais je compte sur toi pour venir le chercher à 17h30 parce que j'ai un baptême à 18h. Autre possibilité, vous trouvez une solution de rechange et donnez à votre sœur l'adresse d'un excellent gardien de chien avec des références canon. Ou encore vous demandez à votre concierge qui adore les animaux de garder le fameux Boogie. L'information sur soi. En donnant des informations sur sa personne, on révèle franchement ses sentiments et ses problèmes.
Cela rend plus humain aux yeux des interlocuteurs, sauf si l'on est face à un autocrate querelleur. Pouvoir parler de soi avec sincérité, sans bien sûr se dévaloriser, rend plus proche des autres. Qui peut se vanter d'être parfait, hormis le querelleur autocrate, qui n'a jamais ressenti des déceptions et vécu des moments difficiles. Dire à une amie qu'on ne peut pas passer le week-end chez elle parce que j'ai un travail urgent à terminer, je suis désolée, ou qu'on ne peut pas participer à son déménagement parce que j'ai une sciatique qui me fait horriblement souffrir, je suis navrée, ou qu'on voudrait bien aller au restaurant ce soir parce que je suis fatiguée et je n'ai pas très envie de faire la cuisine, est une manière de s'impliquer, de montrer qu'on a des limites et par là même on touche son interlocuteur. L'écoute active. Sans évidemment vous placer en position d'inquisiteur, les demandes d'informations sur l'autre, sur ses expériences, sur sa vie, sur ses problèmes et l'intérêt que vous leur portez suscitent le rapprochement, renforcent la qualité de la relation et facilitent la communication. Ainsi, vous pouvez découvrir que vous partagez les mêmes émotions, les mêmes sentiments, vous reconnaître et vous rejoindre. De la même manière, demander des informations consiste à vérifier que vous avez bien compris ce que l'autre veut dire. Les malentendus proviennent souvent d'une incompréhension du message de l'autre. Lors d'une conversation, n'hésitez pas, en reformulant le contenu de ces paroles, à vous faire confirmer la teneur du message exprimé par votre interlocuteur, ce qui peut aussi l'aider à être plus clair. Le fils. Je pense que je perds mon temps en prenant des cours de maths. Le père. Si j'ai bien compris, tu veux cesser tes cours de maths. Le fils. Pas exactement, je trouve surtout que le professeur habite trop loin. Le père. Tu souhaites trouver un autre prof, plus près de la maison? Le fils. En réalité, je voudrais trouver un professeur près du lycée. Dans cet exemple, le père redéfinit les phrases de son fils pour en vérifier l'exactitude, conduite qui permet d'éviter les malentendus et les conflits. Donner et demander des informations vous permet d'engager et de poursuivre une conversation plus aisément, dans la mesure où l'autre le souhaite aussi. Dans ce cas, il vaut mieux poser des questions ouvertes qui suscitent des réponses libres, plutôt que de poser des questions fermées qui suscitent des réponses en termes de oui ou de non. En général, les questions ouvertes commencent par des pronoms et adverbes interrogatifs. Qui, que, comment, où, pourquoi, quand, combien. Si vous demandez à quelqu'un « Aimes-tu le sport ?», sa réponse sera plus brève que si vous lui demandez « Quel est le sport que tu préfères ?» Ou encore « As-tu des enfants ?», plutôt que « Combien d'enfants as-tu ?» Par ailleurs, ne vous contentez pas de poser des questions, mais parlez aussi de vous et répondez directement, simplement, aux questions de votre interlocuteur. Invité à un anniversaire où vous ne connaissez un qui-vive, hormis la maîtresse de maison, vous êtes assis à côté d'un individu qui lui aussi ne semble connaître personne. Vous cherchez à engager une conversation. Bonjour, est-ce que vous connaissez quelqu'un ici ? Non, je ne connais personne. Ah bon, vous ne connaissez personne ? Moi non plus. Qui vous a invité ? La maîtresse de maison. Moi aussi, je l'ai rencontrée à un séminaire à Bayonne. Comment l'avez-vous connue ? Je joue au tennis avec elle. J'aime bien le tennis, j'en ai fait autrefois. Je ne joue pas depuis longtemps, etc. L'affirmation positive. Ce procédé vous sera très utile quand on vous fait des compliments. Vous pensez plus souvent à vos défauts qu'à vos qualités. Vous parlez plus volontiers de vos échecs que de vos succès. Aussi, les compliments vous mettent-ils mal à l'aise. Vous avez tendance à les dénier, à penser que les autres les méritent, mais pas vous. Quand on vous complimente, vous rougissez. Vous voudriez disparaître dans un trou de souris. Vous baissez la tête, vous répondez avec embarras et vous finissez par rebuter le malheureux complimenteur qui ne comprend pas votre attitude. Ce comportement négatif vous prive du plaisir que vous devriez éprouver en cette circonstance. On dirait que vous confondez excessive flatterie et compliment sincère. Ce dernier est en général exprimé naturellement et simplement, dans des termes brefs et clairs, avec l'intention de faire plaisir. A l'inverse, le flatteur cherche à manipuler et à vivre aux dépens de celui qui l'écoute. L'affirmation de soi consiste à signaler à autrui que nous reconnaissons avoir telle ou telle qualité et sommes contents de voir qu'il l'apprécie également. Acceptez d'entendre et de répondre aux compliments. Si l'on vous dit que votre robe est jolie, ne répondez pas toujours « c'est une vieille robe ».
Souriez et dites par exemple « Je suis contente que tu l'aimes, c'est ma robe préférée ». Si on applaudit votre conférence, ne dites pas « J'ai été nulle ». Répondez « Merci, je pense aussi que je m'en suis pas mal sortie ». Pratiquez. Acquérir de nouvelles manières d'être, de penser, d'agir demande de la patience et du temps. Sachez l'accepter. Ne vous découragez pas au premier échec. N'abandonnez pas à la première contrariété ou à la moindre rebuffade. Allez-y graduellement, à votre rythme. On ne réussit à apprendre des choses nouvelles sans travail, pas plus le violon que le tennis ou une langue étrangère. Entraînez-vous à ces techniques d'affirmation de soi comme vous accompliriez des exercices de gymnastique, faciles et brefs au début, puis de plus en plus difficiles et longs. Ainsi, ces conduites deviendront progressivement naturelles. Assimilez ces procédés, faites-les vôtres. Expérimentez-les dans des circonstances diverses et à plusieurs reprises. Choisissez les méthodes qui vous semblent convenir le mieux à votre cas. Ne vous contentez pas de tirer des conclusions négatives et définitives après un seul essai. Avant de déclarer « je suis incapable, je n'y arrive pas, je n'obtiens aucun résultat », essayez les méthodes dans diverses situations et avec différentes personnes. Vous pouvez aussi les combiner. Par exemple, vous êtes au bord de la mer avec une bande d'amis qui partent tous faire du bateau. Vous décidez de rester sur la plage, seul. Se mettre à l'écart d'un groupe sans se sentir coupable n'est pas forcément facile quand on n'a pas confiance en soi. Donnez de l'information sur vous. J'ai envie de terminer mon livre, je reste ici et je vous retrouve en fin de journée. Si vos amis insistent pour que vous veniez avec eux, mettez le disque rayé. C'est gentil de votre part, entre parenthèses, gratification, mais je préfère rester sur le sable. Ou, je n'ai pas très envie de faire du bateau, je souhaite lire mon livre. S'il vous traite de lâcheur, sortez l'écran de brouillard. Oui, il m'arrive parfois d'avoir envie d'être seul. Expérimentez l'acte gratuit. Ce type de conduite est destiné aux novices que vous êtes encore. Il offre un intérêt particulier. Les risques sont minimes et les résultats ont une importance très limitée pour vous. Peu vous importe. C'est peut-être le boucher qui veut vous vendre du carpaccio en promotion, la vendeuse qui veut vous faire acheter des chaussures trop petites, le coiffeur qui veut vous transformer en punk, le restaurateur qui vous apporte du vin bouchonné ou encore le chirurgien qui veut vous faire un lifting. Affirmez-vous. Refusez. Peu vous importe que ce soit le pompiste qui grogne quand vous lui demandez de vérifier le niveau d'eau, le serveur qui râle quand vous lui demandez de changer un verre sale, le chauffeur de taxi qui grommelle quand vous lui indiquez le chemin, le commerçant qui semble être agacé parce que vous hésitez avant d'acheter un article, ou encore le buraliste qui refuse de vous faire la monnaie. Affirmez-vous. Persistez. Vous n'avez pas encore suffisamment confiance en vous et vous vivez les démarches décrites ci-dessus comme des expériences pénibles. Pourtant, elles ne comportent pas de risque majeur et leurs conséquences sont insignifiantes pour vous. Si vous êtes confronté à des situations similaires, appliquez les procédés assertifs et vous changerez rapidement d'opinion sur ce sujet. Saisissez les opportunités sans danger qui vous permettront de vous entraîner, entre guillemets, pour de vrai. Vous vous sentirez gratifié quand vous réussirez. Par la suite, passez à des situations plus difficiles, comme celles qui sont données en exemple plus haut. Ces méthodes vont étendre votre éventail de réponses efficaces, mais elles ne pourront régler toutes les difficultés que vous rencontrez quotidiennement. L'attitude assertive est un préambule qui permet d'accéder à des techniques complémentaires plus complexes. Celles-ci vont apporter d'autres solutions, favoriser et soutenir votre évolution vers la confiance. Nous allons les examiner dans les chapitres suivants. Échelle d'affirmation de soi de Ratius. Cette échelle est un questionnaire qui permet d'évaluer le degré d'affirmation de soi ou d'assertivité. Elle se compose de 30 propositions qui correspondent à des situations fréquemment rencontrées dans la vie quotidienne. Pour passer ce test, suivez les instructions et cotez chaque proposition en fonction des indications chiffrées. Instruction. Indiquez à quel degré les affirmations suivantes sont caractéristiques ou descriptives de votre comportement. Veuillez utiliser la cotation ci-dessous et mettre une note à chaque affirmation. Plus 3, très caractéristique. Plus 2, plutôt caractéristique.
plus 1, un peu caractéristique, moins 1, un peu non caractéristique, moins 2, non caractéristique, moins 3, vraiment non caractéristique. Je vais vous faire l'énoncé des 30 propositions et à la fin, je vous dirai comment procéder à la correction. Numéro 1. La plupart des gens me semblent être plus agressifs et défendre mieux leurs droits que moi. Numéro 2. Il m'est arrivé d'hésiter par timidité au moment de donner ou d'accepter des rendez-vous. Numéro 3. Quand la nourriture dans un restaurant ne me satisfait pas, je m'en plains au serveur ou à la serveuse. Numéro 4. Je fais attention à ne pas heurter les sentiments des autres, même lorsque je sens que l'on m'a blessé. Numéro 5. Si un vendeur s'est donné beaucoup de mal à me montrer une marchandise qui ne me convient pas parfaitement, j'ai un moment difficile lorsque je dois dire non. Numéro 6. Lorsqu'on me demande de faire quelque chose, j'insiste pour en savoir la raison. Numéro 7. Il y a des moments où je cherche une bonne et vigoureuse discussion. Numéro 8. Je me bats pour arriver aussi bien que les autres dans ma profession. Numéro 9. À vrai dire, les gens tirent souvent profit de moi. Numéro 10. J'ai du plaisir à entreprendre des conversations avec de nouvelles connaissances ou des étrangers. Numéro 11. Souvent, je ne sais rien dire à des personnes séduisantes du sexe opposé. Numéro 12. J'hésiterai à téléphoner à un grand établissement de commerce ou à une administration. Numéro 13. Je préférerais poser ma candidature pour un autre travail par lettre plutôt que par un entretien personnel. Numéro 14. Je trouve embarrassant de renvoyer une marchandise. Numéro 15. Si un parent proche et respecté est en train de m'ennuyer, j'étoufferai mes sentiments plutôt que d'exprimer cette gêne. Numéro 16. Il m'est arrivé d'éviter de poser des questions par peur de paraître stupide. Numéro 17. Pendant une discussion serrée, j'ai souvent peur d'être bouleversée au point de trembler de tout mon corps. Numéro 18. Si un conférencier réputé et respecté dit quelque chose que je pense inexact, j'aimerais que le public entende aussi mon point de vue. Numéro 19. J'évite de discuter les prix avec les représentants et les vendeurs. Numéro 20. Lorsque je fais quelque chose d'important et de valable, je m'arrange pour le faire savoir aux autres. Numéro 21. Je suis ouvert et franc au sujet de mes sentiments. Numéro 22. Si quelqu'un a répandu des histoires fausses et de mauvais goût à mon sujet, je le vois aussi vite que possible pour une explication. Numéro 23. J'ai souvent un moment difficile lorsque je dois dire non. Numéro 24. J'ai tendance à contenir des émotions plutôt que de faire une scène. Numéro 25. Je me plains lorsque le service est mal fait, dans un restaurant ou ailleurs. Numéro 26. Souvent, je ne sais pas quoi dire lorsqu'on me fait un compliment. Numéro 27. Au cinéma, au théâtre ou lors d'une conférence, si un couple près de moi est en train de parler à voix haute, je lui demande de se taire ou d'aller autre part. Numéro 28. Quiconque cherche à passer devant moi dans une queue risque une bonne explication. Numéro 29. Je suis rapide dans l'expression de mes opinions. Et enfin, numéro 30. Il y a des moments où je ne sais pas quoi dire. La correction s'effectue en tenant compte des propositions marquées d'un astérix. Ce sont les numéros 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26 et 30. Pour ces items, vous devez inverser les chiffres que vous avez inscrits. Si vous avez inscrit plus 3, vous comptez moins 3. Et si vous avez inscrit moins 2, vous comptez plus 2. Pour les autres items, vous conservez le chiffre inscrit. Ensuite, d'une part, vous additionnez tous les chiffres positifs, d'autre part, vous additionnez tous les chiffres négatifs. Le score total est obtenu en soustrayant le score négatif du score positif. Par exemple, si votre score positif est égal à 45 et votre score négatif à 10, votre score total est positif et égal à plus 35. En revanche, si votre score positif est égal à 10 et votre score négatif à 30, votre score total est égal à moins 20. Interprétation. Votre score est compris entre plus 20 et moins 15. Vous êtes affirmé. Vous n'avez pas honte de vos opinions. Vous pouvez les exprimer sans agressivité, sans ambiguïté et sans chercher à les imposer aux autres. Vous êtes capable d'entendre ce qu'on vous dit
de discuter sans vous sentir coupable, tout en respectant les idées de vos interlocuteurs. Vous êtes généralement à l'aise en société et bien dans votre peau. Votre score est supérieur à plus 20. Vous avez du mal à tenir compte du point de vue des autres. Vous avez des convictions et vous cherchez à les imposer. Vous pouvez rapidement devenir agressif ou méprisant lors d'une discussion. Votre score est inférieur à moins 25. Vous n'êtes pas affirmé. Vous avez des difficultés à communiquer. Vous avez peur du jugement des autres. Vous vous sentez inférieur et maladroit. Vous avez du mal à vous décider. Vous adoptez les idées de vos interlocuteurs pour éviter tout conflit. Ou bien vous fuyez la discussion et restez la plupart du temps silencieux et replié sur vous-même. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.